La fortification à Sedan, c'est une histoire d'amour. Ça en fait une forteresse difficile à lire, difficile à comprendre vu de l'extérieur, puisque c'est un enchevêtrement de murs, des couloirs labyrinthiques, des bastions à perte de vue qui s'étendent au milieu de cette ville de Sedan. Je m'appelle Melaine Dumerle, je suis donc le directeur du Château Fort de Sedan. Le château s'étend sur 35 000 m². Chaque bastion abrite 5 000 m² d'espace, de couloirs et de salles à canon. Le château en lui-même fait 10 000 m². Le mur le plus épais aujourd'hui fait 30 mètres d'épaisseur, mais à la Renaissance, il y en avait un qui faisait avec le bastion 70 mètres d'épaisseur, donc c'était absolument colossal. Et puis sur le point le plus haut, le point culminant, on est à 45 mètres de hauteur. Donc effectivement, c'est le château de tous les superlatifs. Si ce château est si grand, c'est qu'il avait une importance militaire énorme dès le Moyen-Âge, pendant la Renaissance et même pendant l'époque moderne. Mais intéressons-nous un petit peu aux personnages qui l'ont construit. Évrard III de la Marck vient d'Allemagne, de Rhénanie, et il récupère ce château en 1424. Il devine très vite l'importance stratégique de cet emplacement et décide très vite de le fortifier. Il va construire ici un manoir en se servant des bases d'un ancien prieuré bénédictin. On peut d'ailleurs voir ici cette église qui est en ruine aujourd'hui et qui donc appartenait aux moines. Il va construire à partir de ces ruines-là un petit manoir triangulaire dont nous voyons ici une pointe, la deuxième pointe étant ce grand donjon carré assez primitif, assez modeste, et le troisième c'est le château qui est derrière nous. Et ce triangle-là va être très vite refortifié par son fils, puis par son petit-fils, et ainsi de suite pendant des générations et des générations. Chaque génération va faire en sorte de l'agrandir bien sûr et de l'améliorer pour faire face à l'amélioration technologique et notamment la poudre à canon qui, vous le savez, est en plein développement à ce moment-là. La particularité à Sedan, c'est que bien sûr il a été amélioré, remodelé au fur et à mesure des générations, mais au lieu de détruire ce qui existait, ici les princes de Sedan ont à chaque fois reconstruit par-dessus, ce qui explique les proportions juste démentes de ce château. Juste devant nous, nous sommes dans la cour haute du château qui était autrefois séparée ici par un mur reliant le donjon ici et le logis ogival, mais en bas, vous voyez la cour basse du château qui est encore plus grande et qui est bordée de deux énormes murs. Nous voyons celui-ci sur lequel est adossé le logis Faber, qui était donc une garnison, des magasins pour les besoins de la garnison pendant l'époque classique. Et de l'autre côté là-bas, nous avons cette espèce d'énorme mur qui fait 25 mètres d'épaisseur et qui lui fermait la forteresse, l'accès à la forteresse, et c'est le seul endroit du château qui a été remodelé au XVIIe siècle par Vauban, par le maréchal Vauban. Nous allons maintenant rentrer dans le château. Nous sommes maintenant sous le château. Juste au-dessus de nos têtes, nous sommes dans les anciennes cuisines historiques du château. Nous sommes donc ici dans une sorte de cellier qui était donc à l'abri de la chaleur et dans lequel nous pouvions conserver tous les mets. Vous voyez ici une et deux entrées qui permettaient de jeter les denrées par en haut et ils étaient stockés ici. Le château de Sedan a été construit sur un piton rocheux qui était assez énorme et que nous ne voyons plus puisqu'il a été tout simplement camouflé par les kilomètres carrés de pierre. Ce piton rocheux, nous allons le voir en descendant un petit peu dans la première salle du jeu de paume. Nous
sommes ici dans les salles du jeu de paume. Il s'agit en réalité de deux salles jumelles qui font la même superficie et il est dit qu'il y était joué autrefois ici le jeu de paume. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le jeu de paume, c'est l'ancêtre du tennis. On jouait avec une sorte de balle à la main, avec la paume de la main, d'où le nom, à s'envoyer la balle d'un côté à l'autre. Alors quand on voit cette espèce d'énorme cave, aujourd'hui on a du mal à imaginer que des gens ont pu jouer au jeu de paume ici, mais en fait c'est parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le château a été en permanence modifié et reconstruit, et donc au début du Moyen-Âge, ici nous n'étions pas dans des grands celliers, mais nous étions à l'extérieur dans les fossés en réalité de la forteresse, du premier manoir, et donc les soldats effectivement dans les fossés jouaient au jeu de paume ici, et donc ça a gardé le nom du 15e siècle à aujourd'hui. Et bien sûr après ça a servi de cellier et ça a même servi de dortoir. Alors il faut imaginer ici environ 200 soldats qui devaient dormir ici, pas abrités des courants d'air, en pleine humidité. Vous entendez les bruits d'eau autour de nous. C'est quand même édifiant d'imaginer la vie des soldats au Moyen-Âge et à la Renaissance. Il s'agit d'un château fort, vraiment au sens militaire du terme, c'est-à-dire que c'est plus proche de la forteresse militaire que du château de loisirs, de plaisance, même si les princes de Sedan y résidaient lorsqu'ils passaient par ici. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il a été restauré, rénové, amélioré quasiment tous les 5 ans, et donc aujourd'hui on a une forteresse qui a vu tous les régimes, l'amélioration de l'artillerie, de la poudre à canon, a fait que d'une simple forteresse, d'un simple manoir, c'est devenu une forteresse gigantesque avec un bastionnement, avec des kilomètres de courtines, avec 25 mètres d'épaisseur, et donc ça en fait une forteresse presque difficile à lire, difficile à comprendre vu de l'extérieur, puisque c'est un enchevêtrement de murs, des couloirs labyrinthiques, des bastions à perte de vue qui s'étendent au milieu de cette ville de Sedan. Donc c'est assez compliqué à lire, mais ce qui est certain, c'est que le premier sentiment qu'on a quand on voit ce château, c'est waouh, il est énorme, il est juste gigantesque, et on se demande tout de suite, mais pourquoi avoir construit un château si grand à cet endroit-là en pleine ville, et qui avait les moyens de construire un château comme celui-ci? Donc en fait ça pose pas mal de questions quand on le voit la première fois. Et puis pour le présenter, bien sûr je ne peux parler que de sa position géographique qui est tout à fait stratégique. Nous sommes à la frontière entre la Belgique et la France, ce qui était autrefois la frontière entre le Saint-Empire romain et le Royaume de France, et les princes de Sedan, enfin les seigneurs de Sedan avant les princes, ont tout de suite compris qu'il y avait un intérêt d'abord économique avec la proximité avec la Meuse, donc ça faisait forcément une barrière économique et donc un lieu de péage et d'enrichissement, mais aussi tout à fait politique, entre d'abord deux pays qui ont été tantôt amis, tantôt ennemis, et ensuite entre deux religions, puisque là nous sommes bien sûr au milieu des guerres de religion au début de la Renaissance, entre les Français qui étaient catholiques, pour une partie, et puis au nord, sur les frontières nord, là c'était le calvinisme et le protestantisme qui régnaient. Donc c'était vraiment une zone tampon à plus d'un titre. Je vous parlais tout à l'heure de l'épaisseur des murs. Nous allons justement franchir un mur, et vous allez voir, ça peut être un petit peu long. Toujours là ? Voilà, nous sommes ici sur les terrasses à canon. Puisque, comme son nom l'indique, c'était effectivement un endroit qui était destiné à l'artillerie de rempart, et donc il y avait des canons qui étaient postés ici en direction de la ville. Nous sommes donc ici au pied du château primitif. Nous voyons ici une des tours qui existait dès la construction du château en 1424. Mais la particularité de cette tour, c'est que la première tour de Vrar III a été chemisée 40 ans plus tard, en 1480. C'est-à-dire que la tour, au lieu de la détruire et d'en faire une plus importante, adaptée aux techniques de l'artillerie, eh bien, elle a été doublée, tout simplement. Une première tour existe et une deuxième tour est construite autour de celle-ci, aménageant ainsi des courtines tout autour de cette tour et permettant donc aux armes à feu, aux artilleurs de pouvoir poster leurs pièces d'artillerie en rayon autour de cette tour.
Nous avons ici de très belles pièces d'artillerie, mais il ne faut pas s'y tromper, ce sont des pièces d'artillerie du XVIIe siècle et qui viennent d'un vaisseau, donc ce sont des pièces de marine et non pas des pièces de fortification. Nous allons maintenant nous diriger vers le premier bastion, le bastion du Roi, qui a donc été construit au début du XVIe siècle, par ici. Au XVIe siècle, le château change de famille. Les princes de la Marque vont laisser la place en effet aux princes de la Tour d'Auvergne, dont le plus connu d'entre eux est le grand Turenne, le grand maréchal de Louis XIV. La Tour d'Auvergne aiment beaucoup Sedan comme leurs prédécesseurs, mais trouvent que la fortification est un petit peu trop austère pour leur rang, un petit peu inconfortable. Et donc ils vont décider, au début du XVIIe siècle, en 1613, de construire une nouvelle aile à ce château, ce qu'on appelle aujourd'hui le Palais des Princes. C'est le palais que vous pouvez voir ici en contrebas, et qui a été construit par l'architecte Salomon de Brosse, qui était l'architecte attitré de Marie de Médicis. C'est un très bel exemple de l'architecture du XVIIe siècle, et vous voyez ici qu'une partie, mais elle est beaucoup plus grande qu'elle n'en a l'air. Elle est en réalité 3 fois plus grande puisque ça fait un grand U. L'histoire raconte que Madame de la Tour d'Auvergne préférait résider dans l'ancien château, dans le château vieux, et Monsieur dans le château neuf. Et il se rendait visite une fois par jour sur des chaises à porteurs. Nous allons maintenant nous diriger vers ce qui était l'ancienne entrée du château fort de Sedan au XVe et XVIe siècle. Le château de Sedan a une histoire très compliquée et très particulière, puisque c'est avec la France, c'est un peu je t'aime moi non plus. Dès le XIVe siècle, la seigneurie de Sedan faisait partie du royaume de France, mais dès le début du XVe siècle, il y avait une sorte d'accord tacite qui donnait à Sedan et à ses territoires une sorte de souveraineté qui a été confirmée ensuite par le roi de France à Robert IV de la Marque. Ensuite, il y a eu la vraie principauté de Sedan et enfin, c'est repassé dans le giron français au moment des princes de la Tour d'Auvergne. Donc ça a été sans cesse, je reviens en France, je quitte la France, je suis indépendant, je ne le suis plus. Donc c'est assez compliqué. Il y a eu 3 sortes d'occupants à Sedan. Les 2 premiers, ce sont des princes, elles sont les familles princières, familles régnantes de Sedan, à savoir les Lamarque, qui sont restés au château donc un siècle et demi, et puis ensuite la Tour d'Auvergne, qui ne sont restés, il y a eu que 2 générations de la Tour d'Auvergne, avant, comme je le disais, de remettre la principauté et les clés du château au royaume de France, par l'intermédiaire du maréchal Faber. Et donc à partir du maréchal Faber au XVIIe siècle, donc sous Louis XIV, c'est devenu une ville de garnison et un château de garnison, et donc c'est des militaires qui ont pris possession du château et qui l'ont considérablement transformé au fil des siècles jusqu'au XXe siècle, jusqu'en 1964, date à laquelle l'armée française n'a plus besoin d'un tel château, alors que ça lui coûte trop cher et ça ne sert plus à rien militairement, et donc ils décident de céder cette place forte à la ville de Sedan, qui en assure depuis l'entretien et la restauration. Le château est assez récent puisque c'est une construction du XVe siècle et le manoir primitif, le manoir d'Évrard III de la Marque, était assez simple, même très simple comparé au premier château de la Loire qui commence à se construire à cette époque-là. Alors on est un petit peu avant parce qu'on est 50 ans avant les premiers châteaux de la Loire, mais on est quand même sur le XVe siècle, donc sur la fin du Moyen-Âge, et effectivement le château primitif était tout à fait modeste. Ceci dit, si Évrard III devine l'importance géographique du lieu, il ne va pas en faire tout de suite une place forte. C'est ses fils et petits-fils qui, eux, vont vraiment le consolider, l'agrandir considérablement, et c'est sous Robert III et Robert IV que le château va connaître vraiment son apogée en termes de construction, avec l'aménagement des 4 bastions qui entourent le château et qui vont faire passer un château qui faisait déjà 5 à 10 000 m² à 35 000 m². Donc on arrive vraiment plutôt au milieu, voire à la fin de la Renaissance, au moment où la ville de Sedan grandit considérablement, s'enrichit, et donc le château tout naturellement va lui aussi s'agrandir à ce moment-là.
Avant le château, c'était donc des moines bénédictins qui dépendaient d'un monastère à Mouzon, à côté pas très loin de Sedan. Et donc cette petite dépendance a été certainement construite au XIe siècle. La première église Saint-Martin date du XIe siècle. Et puis il y a quelques restes qui datent de ces époques-là, mais les vestiges les plus importants à Sedan datent tous du XIVe ou du XVe siècle. La fortification à Sedan, c'est une histoire d'amour. Ça pourrait même être la parfaite définition de l'adaptation d'une fortification aux techniques militaires. À Sedan, on anticipe même les innovations à venir. J'en veux pour preuve que la fortification en bastionnement, tel qu'on le voit à Sedan dès 1560, c'est quasiment 100 ans avant que le maréchal Vauban généralise cet usage du bastionnement. Et donc en fait, quand la plupart des visiteurs un peu avertis qui connaissent l'histoire militaire française arrivent, ils se disent château de Sedan en étoile, en forme de citadelle, c'est sûr que c'est du Vauban. Mais alors pas du tout, en fait, c'est quasiment 100 ans avant Vauban, donc on dit que c'est du pré-vaubanesque. Donc ils avaient tout à fait anticipé en fait l'importance à venir de l'artillerie et avaient anticipé l'usage du bastionnement et de l'importance d'avoir ces blocs coniques en forme de triangle comme ça et d'étoiles autour du château. C'est l'exemple parfait, mais il y en a plein d'autres à Sedan. Le château est construit donc en 1424. Il ne faut pas attendre 15 ans, donc 1440, avant qu'on double l'épaisseur des murs les plus importants pour les faire passer de 4 mètres à 12 mètres. Et ensuite, 20 ans plus tard, on va encore les agrandir pour arriver quasiment partout autour du château à une trentaine de mètres d'épaisseur. Donc c'est vraiment l'histoire du génie français, de l'architecture militaire française est résumée au château de Sedan et c'est ce qui en fait tout son intérêt. Cet enchevêtrement de murs est vraiment impressionnant, ça serait digne d'un décor de cinéma, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Et en fait c'est le résultat de générations de princes de Sedan qui ont refortifié le château pour en faire une forteresse imprenable. Et ça a marché puisque le château n'a jamais été attaqué. Il n'a jamais connu de siège, mais il a failli. C'est-à-dire que les princes de la Marque étaient un peu des princes guerriers et avant eux des seigneurs guerriers. Ils étaient même souvent utilisés comme mercenaires, un coup par le Royaume de France, un coup par le Saint-Empire pour des embrouilles à droite à gauche. Le plus connu d'entre eux est bien sûr Guillaume de la Marque, qui est plus connu sous le nom du sanglier des Ardennes, qui a ensuite donné son emblème au département des Ardennes. Un des princes de la Marque était en bisbille avec Charles Quint, avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, pardon. Et donc Charles Quint, au bout d'un moment, on en a eu assez et a envoyé 2 généraux à la tête d'une armée colossale pour faire le siège de Sedan et récupérer certaines possessions qui avaient été prises illégalement par le prince de Sedan. Arrivé aux portes de Sedan, l'histoire raconte que le prince de la Marque a fait venir les 2 généraux, leur a fait faire le tour des fortifications en leur faisant remarquer que jamais ils n'arriveraient à bout d'une fortification comme celle-ci. Ils ont d'ailleurs été d'accord avec lui puisqu'ils ont levé le siège et sont partis à Mézières pour y mettre le siège. Sedan était déjà très bien défendu et quand le maréchal Vauban vient à Sedan pour inspecter les fortifications, il s'en rend compte lui-même et il ne va s'attacher qu'à une construction mineure qui est la porte des Princes, qui est cette porte qui est absolument incroyable, qui traverse le rempart des Princes. Et il a fait une porte en hauteur qui était soutenue par une passerelle et qui permettait l'approvisionnement en vivres et en munitions en cas de siège. Mais même si c'était bien sûr un chantier colossal, c'est mineur, c'est presque rien par rapport à l'immensité de la tâche de la construction des châteaux forts de Sedan. Et Vauban est bienvenu au château fort. Nous sommes donc ici dans la première salle des veilleurs, dite la salle à l'archère. Alors nous sommes donc... pourquoi la salle des veilleurs? Puisque vous voyez qu'il y a de grandes ouvertures ici qui permettaient aux veilleurs de regarder en permanence vers la ville et dans les différents axes pour voir si des ennemis approchaient. Si on s'approche ici de cette petite ouverture,
petit soupirail, on voit qu'il y a pile l'espace pour lancer une torche allumée, ce qui permettait en cas d'attaque de mettre le feu à l'escalier que nous venons d'emprunter. Ce qui permettait bien sûr aux assaillants de ne pas pouvoir remonter autrement que de faire venir une échelle, ce qui prendrait du temps et les retarderait beaucoup. Enfin, l'escalier que nous venons de prendre, comme tous les escaliers de ces deux tours jumelles, sont tous construits dans le même esprit. Ils suivent la courbe dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui fait que quelqu'un qui monte ne peut pas sortir son épée correctement et se battre dans les escaliers, alors qu'à l'inverse, celui qui est assiégé peut se défendre en sortant son épée de la main droite. Parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de gaucher, tout le monde était droitier. Nous sommes ici dans une autre salle de veilleurs. Nous avons d'ailleurs une scène reconstituée ici de soldats en faction qui passent le temps en jouant au dés et en se préparant à manger. Nous pensons que c'est une salle d'officiers puisque nous pouvons voir ici qu'il y avait un peu plus de confort que dans les autres salles des tours jumelles. Il y avait une grande cheminée qui leur permettait de se réchauffer et de se faire à manger. Et également un petit four à pain. Et ici, sur le côté, nous avons la reconstitution d'un soldat qui regarde par la fenêtre et assis là où il a une vue parfaite sur l'échauguette qui est en bas de la fortification. Et donc un autre garde en bas pouvait lui faire des signes lui indiquant si des ennemis approchaient ou si la voie était libre. Le château fort de Sedan est resté un lieu de garnison très important et donc un haut lieu militaire français jusqu'au XXe siècle. Mais effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, une partie du château a été transformée en bagne. C'était des conditions d'emprisonnement terribles. Des milliers, on estime à 4 à 6 000 Français et Belges qui ont été internés ici au château de Sedan. Et on ne sait pas exactement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu plus de 1000 morts pendant cette période-là, pendant la guerre de 14-18, qui ont péri ici au château fort de Sedan, dans ce qu'on appelle le bagne de Sedan. Nous empruntons maintenant ce qui était une rampe à canon, puisqu'effectivement ce château de Sedan a été transformé au XVIe et XVIIe siècle en garnison militaire et au XIXe siècle, les remparts ont été garnis de canons et donc des plateformes d'artillerie ont été installées au sommet des tours et des remparts. Pour faire monter ces canons et les faire descendre en hiver, il fallait donc aménager une rampe et nous sommes donc ici sur une des 4 rampes d'artillerie du château de Sedan. Nous allons monter jusqu'à la tour du gouverneur. Le château fort de Sedan appartenait donc à l'armée française qui n'en avait plus l'utilité après la Seconde Guerre mondiale et donc en 1964, l'armée prend la décision de le donner, enfin de le céder pour un franc symbolique à la ville de Sedan qui l'accepte. La légende locale dit même que le conseil municipal, devant l'ampleur de la tâche, il faut imaginer un champ de ruines qu'il y avait tout à refaire, et ils ont hésité à le détruire pour en faire un parking des supermarchés. Et l'histoire dit qu'il y a un élu qui a fait la différence, et c'est passé à une voix près, et donc aujourd'hui nous avons la chance d'être dans le plus grand château fort d'Europe grâce à cette bonne décision. Nous sommes donc sur la tour de l'Est. Cette tour est la plus haute tour du château. On culmine ici au sommet de la fortification et du piton rocheux et on domine la ville de Sedan qui s'étend tout autour de nous. Ici, ce qui est intéressant, c'est la vue sur ce bastion du gouverneur qui est à nos pieds, qui terminait l'enceinte militaire. Et le bastion, on peut voir la taille qu'il faisait était
impressionnant. Et il a été dynamité au 19e siècle après la défaite de 1870 qui bien sûr a eu lieu ici même au château fort de Sedan. On s'est rendu compte à ce moment-là que les fortifications, aussi importantes et impressionnantes soient-elles, n'étaient plus d'une quelconque utilité face à l'avancée technologique de nos ennemis. Et donc on a commencé à s'intéresser à de nouvelles armes dont la dynamite, et le premier essai de dynamitage a eu lieu ici au château fort de Sedan, et c'est le bastion de gouverneur qui en a fait les frais. Vous voyez que l'essai a été concluant. Avant tout, il y a le château des Princes de Sedan, qui ont donc aménagé une partie pour leur confort, pour leur plaisir, et donc c'était un manoir de plaisance. Et donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le logis princier, le logis ogival, la chapelle et la salle à la colonne. Et puis il y a aussi tout le reste qui a été dédié à la vie militaire, les logis, les casernements, les magasins Faber. Donc une très grosse partie du château fort de Sedan était effectivement dédiée à la partie militaire. À côté du château de Sedan, ce qui est connu aujourd'hui comme le château fort de Sedan, il y a le Palais des Princes qui en fait en faisait partie. Et le Palais des Princes a été construit au XVIIe siècle pour améliorer le confort de vie des princes de Sedan. C'est un très bel exemple d'architecture du XVIIe siècle qui a été imaginé par l'architecte de Marie de Médicis, Salomon de Brosse. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la Galerie des Princes. En effet, nous avons depuis quelques années reconstitué dans cette galerie tous les portraits des grandes personnalités des familles régnantes de Sedan, à savoir les Lamarque et la Tour d'Auvergne. Mais si ce terme est quelque peu honorable, il n'en est pas moins faux, puisque nous sommes ici dans ce qui était la rampe à canon qui permettait de faire monter les canons de la cour du château jusqu'en haut des remparts et en haut des plateformes d'artillerie qui étaient au sommet des tours jumelles. Donc ici, il s'agit d'une reconstitution. En revanche, ce que nous voyons ici sur les côtés, ce sont des portes qui mènent au logis. Et là, il s'agit bien des anciens appartements princiers. Et tout au bout de cette galerie, nous voyons une autre porte qui nous amène à la salle à la colonne, la plus belle salle du château. Ici, derrière nous, nous avons une très belle armure, une armure authentique du XVIe siècle qui appartenait à Robert III de la Marque. Il faut savoir que le château de Sedan pouvait s'enorgueillir jusqu'au XIXe siècle d'avoir la plus belle collection d'armures et d'armes de France. Et il a fallu attendre que Napoléon Ier, en voyage à Sedan et donc en visite des fortifications de Sedan, soit émerveillé par cette collection et trouve qu'elle n'était pas à sa place à Sedan. Il lui fallait un écrin plus prestigieux. Vous pouvez toujours voir cette collection au musée des Invalides à Paris. Il est parti avec toute la collection des princes de la Marque. Nous avons réussi ici, grâce à un partenariat avec le musée des Invalides, à nous faire prêter un exemplaire de cette collection d'armures. Il s'agit donc de l'armure de Robert III de la Marque. Juste derrière, il y a une autre pièce de collection. Il s'agit ici du casque dit de Jeanne d'Arc, puisqu'il y a encore quelques années, il était attribué à la pucelle d'Orléans à Jeanne d'Arc. Il s'agit en réalité d'un casque effectivement contemporain, mais qui n'a jamais pu appartenir à Jeanne d'Arc. Le château de Sedan, c'est le site le plus visité du département des Ardennes et c'est un des châteaux les plus visités de la région Grand Est. On attire 80 000 visiteurs par an et effectivement, on a la chance d'avoir un musée qui est musée de France, d'ailleurs au dernier étage du château, qui est principalement tourné vers la principauté de Sedan, les heures riches du château de Sedan, et sur la bataille de Sedan en 1870. Donc on a toute la partie 19e qui est bien détaillée, avec beaucoup d'œuvres et de collections qui ont été cédées à la ville par des habitants ou par des collectionneurs sur cette fameuse bataille qui, même si elle est connue comme étant une grande défaite et que les Français n'aiment pas les défaites, a été très importante car fondatrice de la République française et même de l'Europe telle qu'on peut le connaître aujourd'hui, avec les nations que l'on connaît aujourd'hui, la Prusse qui est devenue l'Allemagne. Au moment de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, tous les protestants de France vont fuir ce pays qui ne les veut plus.
Ils vont fuir pour beaucoup, vous le savez, à Genève, ce qui va faire la richesse de cette ville suisse. Mais certains vont venir ici à Sedan, qui était également une ville protestante et qui, en tant que ville souveraine, ne devait pas rendre de compte à la couronne de France. Et ça a fait également la richesse et la prospérité de cette petite ville de Sedan. À tel point qu'on l'a appelée la Petite Genève. Vous pouvez voir autour de vous tous les différents corps de métier que les protestants ont réussi à amener et à faire prospérer à Sedan. L'armurerie, la poterie, la faïence, la draperie en particulier, qui encore jusqu'au XXe siècle a fait la prospérité de cette ville, c'est la draperie, avec de très très beaux bâtiments classés monuments historiques. Mais également la dentelle, l'horlogerie, l'imprimerie et puis bien sûr la gravure. Donc oui, effectivement, c'est une ville qui a été très très riche du XVIe siècle au XIXe siècle, avant malheureusement de connaître le déclin économique au moment de la désindustrialisation de la France et donc le départ des usines françaises vers l'étranger. Le château de Sedan, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule entreprise qui l'exploite. La totalité des 35 000 m² appartient toujours à la ville de Sedan. Ils ont confié en 2004 une partie du château à un exploitant hôtelier. Donc il y a l'hôtel du Château Fort, qui est un hôtel 4 étoiles, qui occupe un quart du château aujourd'hui. Et il y a l'autre partie qui, depuis 1965, est ouverte au public et qui a été rénovée et aménagée en parcours scénographique en 1993 puis en 2013, et dans lequel on peut voir les 1000 ans d'histoire, les 1000 ans d'évolution de cette fortification. Le château attire 80 000 visiteurs depuis quelques années, et l'ambition de la mairie était de confier ce château à un exploitant privé qui aurait les moyens de développer l'activité en investissant et en développant la fréquentation du château, donc de passer de 80 000 à 100 000 voire 120 000 visiteurs. La société privée Alfran a répondu à l'appel d'offres en 2019, l'a remporté début 2020, et donc depuis juin 2020, c'est Alfran qui a les clés du château et qui a donc à tenir cet objectif ambitieux mais tout à fait réaliste au vu du potentiel de ce château. Il faut savoir que le château de Sedan est frontalier avec la Belgique, donc on a la chance d'être un peu le carrefour de l'Europe, avec une clientèle belge, hollandaise, luxembourgeoise et allemande qui est très forte ici, avec un fort pouvoir d'achat. Donc on a un vrai potentiel de notre côté. On a aussi la ville de Reims qui est à moins d'1 heure de Sedan, et puis j'ai bien sûr les villes ardennaises, Charleville, Mézières et Sedan. On a beaucoup de projets pour réussir à atteindre cet objectif qui est certes ambitieux mais tout à fait réalisable. La première étape de ce projet, c'est de revoir tout le circuit de visite tel que vous avez pu le voir tout à l'heure, en le transformant en une sorte d'expérience de visite plus proche de l'attraction historique que de l'expérience muséale. C'est-à-dire que chaque pièce va être revue et le visiteur aura l'impression de revenir dans le passé à différentes époques. D'abord, il reviendra à l'époque des légendes, les grandes légendes ardennaises, les 4 fils Aymon, le cheval mythique Bayard, le magicien Mogis, etc., qui sont autant de mythes fondateurs pour toute cette Ardenne, l'Ardenne française, belge et luxembourgeoise. Ensuite, on aura tout un espace sur la guerre au Moyen-Âge avec un siège qui sera reconstitué dans l'espace des tours jumelles. Et enfin, on termine dans ce qui est aujourd'hui le musée, qui sera une reconstitution d'un banquet de noces au début de la Renaissance française, avec bien sûr beaucoup d'outils interactifs pour que le public non seulement soit en immersion dans le château et dans l'expérience de visite, mais également soit dans l'interaction avec ce qu'il est en train de voir. Nous sommes ici dans la salle à la colonne, qui doit son nom à cette colonne étonnante qui est ici au milieu de cette fenêtre, qui fait l'angle entre une des tours du château et la façade principale de ce dernier. Le logis princier a été construit à la demande de Robert IV pour loger son épouse Françoise de Brézé au milieu du XVIe siècle, en 1550. Et donc il s'est beaucoup inspiré de l'architecture italienne. Vous voyez ces grands pilastres d'inspiration toscane qui font penser aux grandes loggias italiennes. Ce n'est pas sans nous faire penser à l'architecture de Philibert Delorme. La scène qui est reconstituée à côté de nous est le mariage qui a eu lieu entre la dernière princesse de la marque, Charlotte, avec le premier prince
de la Tour d'Auvergne, Henri de la Tour d'Auvergne. C'est un mariage qui a été voulu par le roi Henri IV, ce qui lui permettait en réalité de maintenir un prince protestant sur cette souveraineté si importante pour lui. Malheureusement pour la pauvre Charlotte, qui n'avait que 16 ans au moment de son mariage, elle ne survécut pas à ses grossesses et 3 ans après son mariage, elle mourut. Henri de la Tour d'Auvergne se remaria avec la princesse de Nassau et ils eurent 2 enfants, dont un est resté très célèbre. Il s'agit bien sûr du grand Turenne. Le deuxième, un peu moins célèbre, est Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, et c'est un grand frondeur comme son père qui finit par s'attirer la disgrâce du roi en se compromettant dans la conjuration de Cinq-Mars. Donc il a été contraint de céder la principauté et toutes les terres attenantes à la couronne de France, donc au début du XVIIe siècle. Et depuis le XVIIe, donc le château de Sedan et la principauté de Sedan n'existe plus et a été rattachée à la couronne de France. Depuis le XVIIe siècle, Sedan est donc une ville de garnison jusqu'en 1964, année pendant laquelle l'armée française a donné pour un franc symbolique à la mairie de Sedan le château fort. Nous sommes au dernier étage du château. Et donc nous surplombons la tour chemisée dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc vous voyez bien ici cette grande tour qui a été doublée par l'extérieur, aménageant une courtine tout autour de cette tour. Regardez cette charpente extraordinaire qui date du XVe siècle, qui est encore en très bon état, et qui elle aussi a été doublée au moment du chemisage de la tour. Et donc on voit cette charpente qui a été doublée avec ces colonnes qui permettent de soutenir l'ensemble de la structure. C'est bien sûr un chef-d'œuvre d'architecture. Le dernier étage du château de Sedan abrite un musée qui est labellisé Musée de France et qui abrite toutes les collections de la ville de Sedan. Autour de nous, nous avons toutes les œuvres qui se rapprochent de la bataille de Sedan, la fameuse défaite française de l'empereur Napoléon III, qui a eu lieu à Sedan, ou plus précisément d'ailleurs dans les faubourgs de Sedan, à Ballan, à Champigny, à Wanne-Lincourt. Heureusement pour le château fort, le château n'a pas du tout été touché, bien qu'il y avait une garnison sur place, ce qui explique d'ailleurs son état irréprochable aujourd'hui. Nous avons ici un très beau panorama qui montre donc cette bataille de Sedan, sur lequel on reconnaît aisément le château fort de Sedan ici, et tous les faubourgs de Sedan qui sont envahis par les troupes prussiennes. Malheureusement pour la France, il s'agit d'une défaite, mais les Prussiens, eux, ont été bien sûr très fiers de cette victoire et la célèbrent encore aujourd'hui puisqu'il y a un jour férié en Allemagne, le Sudantag, qui est donc effectivement un jour pendant lequel ils ne travaillent pas. Pendant les années qui ont suivi cette formidable victoire, ils ont été très prolixes en œuvres d'art, en tableaux de tout genre. Et donc là, ce panorama qui est déjà assez grand puisqu'il mesure 11,90 m de long, est en fait une maquette à échelle réduite de ce qui était l'œuvre définitive et qui mesurait 120 mètres de longueur. Celle-ci est grande, mais il y en avait encore une autre qui existait encore plus grande, qui faisait 160 mètres de long et qui faisait un cercle autour des visiteurs. Il faut imaginer les heures de travail pour peindre fidèlement la célèbre bataille de Sedan.
Et là, oui, c'est des extraits en fait du panorama, grandeur nature. Donc là, on se rend compte en fait de la taille incroyable du panorama, puisque vous voyez le détail du cheval. Et donc l'original, ça mesurait 6 à 8 mètres de haut, et donc sur 160 mètres de longueur. J'ai parlé de la scénographie, mais j'ai pas parlé des événements et des animations. Le Château Fort de Sedan est connu pour ça maintenant. On fait un événement par mois ici et on essaye de plus en plus d'organiser des événements type de reconstitution historique qui marchent bien. Et donc on fait un événement sur la Renaissance française en été et on est surtout connu pour le festival médiéval qui a lieu tous les ans au mois de mai et qui attire 15 à 20 000 visiteurs tous les ans. C'est un événement majeur bien sûr de la région et qu'on va poursuivre encore cette année. On est déjà en train de travailler sur toute cette organisation qui est assez lourde mais ô combien exaltante.